Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h24 sur Al24 News. L'heure de nous retrouver pour un nouveau numéro de l'échiquier international. La tension ne baisse pas d'un cran dans les territoires palestiniens occupés face aux pires atrocités commises par l'occupant sioniste, destruction des maisons, expropriation des terres, espaces de mobilité de plus en plus rétrécis et une répression de plus en plus féroce. Les Palestiniens étouffent et révoltent, leur colère devient difficile à contenir. Ces derniers mois, les affrontements avec les forces d'occupation palestiniennes, les forces d'occupation israéliennes sont devenus monnaie courante. Presque quotidiennement, les soldats sionistes tirent à balles réelles sur la population, assassinant des Palestiniens. Vous l'aurez compris, le contexte demeure explosif. Jusqu'où peut aller cette instabilité? Quel avenir pour le processus de paix qui demeure dans l'impasse depuis des décennies? Que va-t-il devenir dans une période où Benyamin Netanyahou signe son grand retour en politique en s'emparant du pouvoir après sa victoire aux dernières législatives israéliennes? Netanyahou qui a toujours eu pour seul et unique slogan avec moi, il n'y aura jamais de paix avec les Palestiniens. On va justement évoquer cette actualité avec nos invités ce soir. Maître Gilles Devers, avocat, vous êtes avec nous. Bonsoir, Monsieur Gilles Devers. Bonsoir. On va essayer de joindre Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université Al-Quds, dans un tout petit moment. Avant le débat, je vous propose dans un premier temps de regarder, donc de suivre un sujet sur les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, en Cisjordanie précisément, où de nouvelles victimes côté palestinien sont à déplorer. Hier, près de Ramallah, un jeune Palestinien a été tué par balle des soldats d'occupation. Regardez ce sujet, il est signé Neyla Eid Hamouda. Les violences envers les Palestiniens ne connaissent pas de limite. Les exactions sionistes se poursuivent. Samedi, un jeune Palestinien a été tué par balle réelle lors de heurts près de la ville de Sinjil, au nord de Ramallah. Mos'ab Mohamed Mahmoud Nafel, âgé de 18 ans, a reçu une balle dans le cœur. Transféré à l'hôpital, le jeune martyr succombera à ses blessures. Selon le ministère de la Santé, un autre Palestinien avait été grièvement blessé par balle. Les forces sionistes intensifient leurs opérations quasi quotidiennes entre raids et arrestations. Une escalade de violence supplémentaire a été commise aujourd'hui, où plusieurs personnes ont été asphyxiées par l'inhalation de gaz lacrymogène dans la ville de Saouia, après avoir fait face à la tentative de l'occupation d'achever les travaux de construction d'une route de colonisation à l'est de la ville. Ces actes barbares sont souvent accompagnés de la dévastation des maisons, d'agressions et d'intimidation des citoyens, surtout les enfants. Les forces d'occupation ont pris d'assaut l'école secondaire El-Louben Saouia au sud de Naplouse. Ils menacent de la fermer, d'attaquer les enseignants et de tirer sur tous les élèves qui leur lanceraient des pierres. Plusieurs écoles palestiniennes, dans des parties séparées de la Cisjordanie occupée d'Al-Quds, sont soumises à des actes de violence de la part des forces d'occupation et de collants, ce qui perturbe le processus éducatif et prive les élèves palestiniens de profiter des cours. Une atteinte aux droits des enfants, à l'éducation et au développement. Vous avez donc suivi ce sujet signé Neyla Eid Hamouda. Maître Gilles Devers, on va commenter un petit peu ce qui se passe actuellement. Les événements, on le voit, s'accélèrent au Proche-Orient avec cette montée de tension. Quelle est votre réaction? Quel est votre point de vue sur ce qui se passe actuellement? On voit quand même un État qui est sans retenue et ça inquiète beaucoup. Attendez, j'ai un petit problème de son. On vous entend parfaitement bien. Maître Gilles Devers, allez-y. Oui, je disais qu'il y a vraiment un problème d'un État sans retenue et le résultat des élections qu'on vient d'avoir n'encourage vraiment pas l'optimisme, au contraire, parce que l'idée c'est que le territoire palestinien n'existe pas, qu'on peut faire comme chez soi et que bientôt la police va remplacer l'armée parce que ça sera annexé, en tout cas c'est dans leur vue. Et pour le moment c'est le peuple qui reçoit cela en direct et
il y a eu un moment où on était quand même plus inquiet pour Gaza, qui était soumis à des bombardements avec des opérations militaires très mutilantes. Mais actuellement, c'est vrai que toute notre inquiétude se tourne vers la Cisjordanie, où du fait de cette absence de retenue de l'État israélien, eh bien, on voit des jeunes qui ne font jamais que manifester pour leur terre, avec les moyens qui sont les leurs et qui sont vraiment tout sauf des opposants politiques, ce ne sont même pas c'est rien d'autre, et ils se font abattre avec un bilan qui devient dramatique et une indifférence internationale qui nous glace. Voilà. Donc le ton est quand même compliqué et grave avec ce que nous voyons. On va justement tenter toujours de joindre Chihab Amjad pour en savoir plus sur la situation qui prévaut actuellement dans les territoires palestiniens occupés. On vient de le voir, il y a eu hier des morts. Monsieur Chihab Amjad, vous êtes avec nous? Très bien. On va essayer de le joindre dans un tout petit moment. Donc, je le disais, Maître Gilles Devers, quand on voit ce qui se passe actuellement dans les territoires palestiniens occupés, on sent qu'il y a une tension, que les Palestiniens sont en colère et veulent justement en finir avec ce statu quo qui a longtemps régné et qui dure depuis des décennies. C'est que la difficulté pour Israël, c'est qu'ils ont pu faire, Israël et ses alliés, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. Ils peuvent coloniser, ils peuvent détruire, ils peuvent voler l'eau, ils peuvent faire des bombardements. Mais il y a une chose qu'ils n'ont jamais pu faire, c'est remettre à bas le peuple palestinien. Parce que le peuple palestinien, il est là. Et un Palestinien n'hésitera jamais pour savoir s'il est palestinien ou non. Et le problème est que actuellement, il n'y a pas de perspective politique qui soit dessinée. En tout cas, elles sont très difficiles à percevoir. Oui. Donc, il reste quoi? Il reste une colère face à l'injustice. Il reste une colère en réponse face à ces agressions armées sur des civils. Et s'il n'y a pas une canalisation politique, s'il n'y a pas un projet politique, s'il n'y a pas une perspective de reconstruire la souveraineté palestinienne, eh bien, on peut craindre que cela soit, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, oui. Mais que ce soit une violence finalement, une violence palestinienne qui devienne la réponse, vu que pour des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont ici. Quel est mon avenir à 20 ans quand j'habite en Cisjordanie? C'est quand même extrêmement compliqué et je crois que par ailleurs l'impunité et les soutiens dont bénéficie Israël finissent d'attiser cette colère qui, pour le moment, n'est pas canalisée sur le plan politique. Est-ce que les choses pourraient dégénérer quand on voit cette accélération des événements, quand on voit cette riposte ou cette réaction des Palestiniens actuellement? On peut aller vers une intifada, une troisième intifada. C'est vrai que je crois que nous attendons un interlocuteur qui est sur place. Absolument, pour en savoir plus, justement. Voilà, il le verra beaucoup mieux que moi. Mais on peut se poser aussi la question pourquoi ce n'est pas arrivé déjà? Parce que quel est le peuple qui subit ça actuellement? Quel est le peuple qui subit de telles exactions? Il y a aussi, il faut le dire, du côté de l'autorité palestinienne, un véritable problème parce que il y a toujours un accord de coopération sécuritaire. Cet accord de sécuritaire, il est actif, il y a des contacts et cela ajoute encore de l'incompréhension dans la population qui ne sait plus où se tourner parce que certains des leaders de la résistance, certains des leaders de l'opposition politique, certaines personnes qui simplement sont des activistes et qui ont des choses à dire, se trouvent elles-mêmes prises par la répression qui est dirigée par l'autorité palestinienne. Donc, pour le moment, les choses se tiennent, mais on peut se poser la question vraiment de souligner la sagesse profonde de ce peuple palestinien, de sa puissance, pour que ça n'ait pas déjà dégénéré. Alors, tout cela intervient dans un contexte où il y a eu des élections législatives israéliennes qui ont abouti donc à la victoire, au retour de Benjamin Netanyahou, qui malgré les multiples scandales de corruption, les déboires avec la justice, a fait donc son grand retour. Comment expliquer, Maître Gilles Devers, vous en tant qu'observateur, comment expliquer que Netanyahou soit à nouveau réélu?
Mais je pense que déjà, je ferai une première remarque, c'est que du point de vue palestinien, que ce soit les uns ou les autres, franchement, la différence est faible. Ils ont toujours œuvré. Il n'y en a aucun qui a un plan quelconque. Donc, on ne va pas non plus grossir l'événement. Mais Oui. on regarde, voilà, on regarde ce qui s'est passé dans ces élections. C'était un petit peu écrit dans les derniers temps parce que le gouvernement qui était en place avait fait du Netanyahou sans Netanyahou, donc autant avoir l'original plutôt que d'avoir la copie, premièrement. Deuxièmement, on dit que c'est une victoire de Netanyahou. Oui, il va être nommé Premier ministre selon toute vraisemblance, mais c'est pas lui qui fait la bonne opération, parce que son parti, le Likoud, reste assez stable avec son nombre de députés, qui était une trentaine. Ceux qui font la grosse opération, c'est le parti d'extrême droite, Oui. et oui, ce sont eux qui sont les grands gagnants, avec un parti qui devient la troisième force politique du pays et qui sont, vous pensez bien, à l'extrême droite du Likoud, de Netanyahou. Donc ça fait quand même vraiment beaucoup parce que il y a tous les critères pour qualifier le parti de Netanyahou d'extrême droite. Et donc ce qui est neuf dans ce scrutin, c'est que eh bien il y a une majorité qui est faite à moitié-moitié, vu qu'il y a 64 sièges, Oui. et il y en a 32 qui sont pour le Likoud et 32 autres qui sont pour ces extrémistes. Et les extrémistes vont jouer, c'est-à-dire qu'ils ont le vent en poupe, ils se sentent que c'est eux qui sont moteurs, et ils commencent à réclamer des postes ministériels. Donc je pense que tout ça sera de ce qu'on peut lire et entendre. Cela va être réglé dans un premier temps. Ils auront des postes qui ne seront pas les postes essentiels, mais ils progressent et puis ils ont surtout la majorité. C'est-à-dire que s'ils demandent le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, je ne pense pas qu'ils l'obtiennent. Ouais. Mais peu importe, vu qu'en fait, ils sont clés dans le gouvernement. Donc Ouais. si tu ne fais pas ça, ben, peut-être je retire mon vote. Et si Netanyahou sait qu'il est faible parce que son nombre de voix reste stable et que s'il perd sa fonction de Premier ministre, il se retrouve devant les tribunaux où son procès va être suspendu du fait de la protection des chefs de gouvernement. Alors, donc, vous avez parlé de la particularité, Maître Gilles Devers, la particularité de s'allier avec ces partis religieux orthodoxes et d'extrême droite. Benyamin Netanyahou qui s'apprête donc à former un gouvernement le plus à droite de l'histoire de l'entité sioniste. Mais un gouvernement plus à droite ou centriste, qu'est-ce que cela pourrait changer pour les Palestiniens ? Mais sur le fond, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan de paix, dont on pourra reparler, hein, bon, mais pas grand-chose, vu qu'ils sont tous sur la même ligne, c'est-à-dire que ça n'existe pas et qu'il n'y a aucune solution pour les Palestiniens. Par contre, il y a des revendications de souveraineté qui sont exprimées comme jamais avec ces groupes extrémistes et qui disent que pour eux, bon, ben, la loi, ça va bien 5 minutes. Bon, on entre dans une logique qui est d'ailleurs inquiète des soutiens des capitales qui sont toujours pro-israéliennes. Ils ont des revendications directes sur exercer la pleine souveraineté sur l'esplanade des mosquées et y prier. Donc ça, c'est quelque chose qui ne passerait jamais dans la population palestinienne. Et également, vis-à-vis de la Cisjordanie, ils disent il faut cesser ces simagrées et puis maintenant, il faut qu'on reconnaisse la souveraineté entière, mais évidemment avec un statut discriminatoire pour les Palestiniens. Et il y a quand même une différence entre l'occupation militaire et l'annexion. Donc, on sait que Netanyahou avait des projets d'annexion, comme il l'a fait pour Jérusalem, des projets d'annexion dans la grande banlieue, dans la grande couronne de Jérusalem, également dans la vallée du Jourdain, pour blinder les frontières de facto, en quelque sorte. Mais il a maintenant une force, on va bien voir, mais c'est une source d'inquiétude, vu qu'il a maintenant une force qui le tient en otage au gouvernement, quels que soient les postes ministériels, qui sera de dire il va falloir aller vers des reconnaissances de souveraineté. Donc il y a le sang qui coule, qui est une inquiétude, l'absence de perspective, mais ce que ça induirait, que ces reconnaissances de souveraineté, c'est une véritable préoccupation et ça, c'est quand même nouveau. À ce niveau-là, c'est quand même nouveau. Oui, justement, vous avez parlé de ces lignes rouges qui ont été franchies par les colons à maintes reprises, on va dire sous l'ère déjà de Yair Lapid. Ces colons ne se gênaient pas pour envahir l'esplanade des mosquées sous escorte. On se dit qu'est-ce que ça va être sous Benyamin Netanyahou et un gouvernement d'extrême droite.
Oui, tout à fait, d'extrême droite, avec une revendication qui est claire, c'est que pour lui, les Juifs peuvent venir prier sur l'esplanade des mosquées qu'il appelle le mont du Temple, et c'est sa revendication, Oui. non plus simplement de visiter, de venir avec des groupes encadrés, comme il y a le statu quo pour le moment, mais pour lui, une revendication claire, et son parti, je le rappelle, est le troisième parti d'Israël, et pour le moment, c'est lui qui progresse. Donc, ici, nous avons là un point de contentieux, un point de risque et une impasse politique, vu que c'est quelque chose qui ne pourra jamais passer du point de vue palestinien et j'espère de nombre de pays arabes. Je rappelle que, vu les événements historiques, c'est la Jordanie qui reste gestionnaire des lieux de culte en accord Oui. avec la Palestine. Et donc, la Jordanie se trouve ce soir face à un défi. Alors, que devient dans ce contexte le processus de paix au Proche-Orient, Maître Gilles Devers? Qu'est-ce qu'il reste pour les Palestiniens actuellement? Écoutez, moi je vous donne mon point de vue très franc. Il reste une chose, c'est qu'il faut que l'autorité palestinienne se dissolve. Il faut mettre fin à cette autorité palestinienne qui a été créée par les accords d'Oslo et tous les Palestiniens, nous avons de nombreux contacts, vous aussi, ils s'expriment beaucoup dans la presse algérienne, disent la même chose, c'est que le processus d'Oslo c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Oui. Parce Allez-y. que oui, il y a une cause, c'est pour ça qu'il faut absolument sortir d'Oslo et sortir de l'autorité palestinienne pour Il y a pourtant, Maître Gilles Devers, des efforts de réconciliation qui ont été lancés par l'Algérie, notamment par des pays arabes. Ça fait partie des excellentes nouvelles, vu qu'il y a eu effectivement une réconciliation qui s'est faite après un long processus, qui s'est faite au meilleur niveau, et un comité de suivi pour voir comment les choses vont pouvoir progresser et des élections internes qui vont pouvoir avoir lieu. Je pense également que le sommet arabe d'Alger a replacé la question palestinienne en rupture avec la logique écrasante des accords d'Abraham et vu d'Europe, on voit ces évolutions extrêmement positives. Il y a des discussions pour dire est-ce que le sommet d'Alger il était pertinent ou non. Je peux vous dire que de ce point de vue-là, c'était vraiment une très grande réussite, vu qu'il y avait un rouleau compresseur qui était eh bien, maintenant, il y a plus de Palestine. On dit ici, elle existe entièrement, elle est unie, elle est souveraine, elle est sans doute sous occupation militaire, elle est sous la guerre, mais elle n'a plus, elle ne peut pas exercer, mais elle a une souveraineté. La souveraineté, c'est quelque chose qui est en vous. C'est-à-dire que même si les dirigeants palestiniens voulaient la céder, ils ne peuvent pas. Vous en héritez de la souveraineté. Et donc, on redonne avec ce qui s'est passé à Alger par la réconciliation et par le sommet du monde arabe, une dimension au peuple arabe et au peuple palestinien. C'est incontestablement ce qui est pertinent. Il y a quand même un moment où on voyait sous Trump l'idée que les Palestiniens étaient vraiment seuls. Maintenant, il y a un message fort qui est venu. Ça, c'est un élément qui est positif et qui, j'espère, va conduire à sortir d'Oslo, vu que Oslo, c'est une manière de dire que la Palestine n'a jamais existé, que tout est à Israël et que vous ne pouvez obtenir de concessions que ce que Israël va vous redistribuer. Voilà. Quelle alternative à ces accords d'Oslo, selon vous, Maître Devers, dans le droit international? Bien, vous savez, il faut bien repartir de l'histoire et elle est très bien connue. C'est que la Palestine préexistait à Israël. Il n'y a absolument aucun doute. Il y a une légende qui est entretenue en ce propos en disant que c'est l'ONU qui aurait créé Israël. Mais l'ONU ne peut pas créer un État et lui donner une souveraineté. Vous pouvez donner que ce qui vous appartient. Donc l'ONU n'a jamais eu de souveraineté en Palestine, elle ne pouvait rien donner du tout. Donc Israël s'est créé sur un coup de force militaire avec la complicité de l'ONU, qui était à l'époque l'ONU d'avant la colonisation, donc un club des puissances. Mais Israël s'est créé sur un coup de force. Et quand il s'est créé sur une terre. Et cette terre, c'était la Palestine, qui avait une organisation et qui était considérée par la Société des Nations, par les juridictions internationales, par le monde, comme un État.
Oui. Absolument, c'était considéré comme un État. Et donc, et d'ailleurs, quand Israël s'est déclaré en mai 48, bien, il se dit je suis sujet de droit international. Le lendemain, il faut qu'il ait des accords pour exercer. Et tout de suite, il a dit je prends la succession de l'État de Palestine sur mon territoire, et donc j'ai pas besoin de renégocier cet État. Donc, la Palestine préexistait. Et avec les accords d'Oslo, vous détruisez ce qui est l'histoire du peuple palestinien en disant que c'est Israël qui a tout, comme un patron qui aurait tout, qui peut simplement vous retourner certains avantages. Moi, quand j'ai lu les accords d'Oslo, c'était vraiment le texte, mais vous êtes atterrés. Il faut en faire des leçons là-dessus. Il faut l'étudier dans les universités. Il faut lire le texte. Il faut voir comme c'est rédigé. Vous êtes saisis. C'est-à-dire qu'Israël a tout et il reconnaît une structure qu'est l'autorité palestinienne, avec qui peut-être il peut remettre des droits, mais les Palestiniens ont les droits bien avant les Israéliens. Donc il faut sortir de processus qui est complètement néfaste. C'est plus un dialogue bipartite entre Israël et l'autorité palestinienne, c'est un dialogue de droit international entre deux souverainetés et qui s'applique selon le droit international. Vous savez, le vice final de l'autorité palestinienne, c'est que alors que la résistance armée avait fait reconnaître le peuple palestinien à l'ONU et qu'il y avait eu la déclaration d'Alger sur l'État de Palestine, eh bien, on a supprimé ces références fortes du droit international pour créer ce que j'appellerais un truc ou un bidule qui est l'autorité palestinienne qui n'existe pas en droit international. Ça n'a pas de statut. C'est une chose qui a été faite uniquement par ce traité. Donc, dès que les Palestiniens arrivent sur le plan international, on leur dit « oui, mais tu es juste une autorité, donc tu rentres pas dans le droit international. Donc, mettez fin à cette autorité palestinienne, redevenez l'OLP. » Vous parlez de l'ONU, la transition est toute faite pour parler de la position de la communauté internationale. La position est celle des États-Unis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la position américaine, aux manœuvres américaines dans le dossier du Proche-Orient. Les États-Unis qui ont réagi. On revient à cette réélection ou cette victoire de Benjamin Netanyahou. Les États-Unis qui donc ont réagi suite à la victoire de Netanyahou. Blinken, le secrétaire d'État américain, il s'est dit préoccupé par la montée des violences en Cisjordanie occupée. On a l'impression que l'administration Biden a du mal à corriger les erreurs de du prédécesseur Donald Trump, qui a fait beaucoup de mal aux Palestiniens à travers donc ce qu'on a appelé à l'époque les accords d'Abraham, maître Gilles Devers. Alors tout à fait, mais pour ce qui est des États-Unis, on va quand même attendre quelques jours parce que ils sont en train de voter pour les fameuses élections de mi-mandat, les midterms, et beaucoup d'informations viennent pour dire que les démocrates sont en très mauvaise position et que Trump, le banni, est en train de rentrer par la grande porte avec une majorité parlementaire. Donc, quelle sera la force dominante aux États-Unis? C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que Trump s'entendait très bien avec Netanyahou. Ce sont pratiquement les mêmes personnalités, alors que les relations des démocrates, donc Obama avec Netanyahou et Biden était son vice-président, c'est la même chose, sont très mauvaises. Donc, quand maintenant Netanyahou est sauvé de la procédure pénale par son élection, mais soumis à ce vote égalitaire dans son groupe d'une extrême droite qui ne participait pas aux affaires, évidemment que les États-Unis marquent plus qu'une réserve, une certaine inquiétude. Mais quel est leur problème aux États-Unis? Leur problème, c'est qu'ils n'ont plus aucune politique, parce que à part agiter la question de dire accord d'Oslo, qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Absolument rien du tout. Ils continuent de considérer le Hamas, qui représente une partie majoritaire, je pense, de la population, en tout cas qui est au moins égalitaire, de les considérer comme un groupe terroriste, alors que ce groupe terroriste se soumet aux élections, passe des accords internationaux, accepte la juridiction de la CPI, demande à être jugé et négocie des accords directs avec Israël, notamment sur les prisonniers. Donc, tant que vous n'avez pas reconnu les acteurs, eh bien, vous êtes dans une impasse. Alors après, ils ont un petit Maître Gilles Devers, si vous permettez, il y a une impatience au sein du Conseil de sécurité de l'ONU face à ce statu quo. Que peut faire justement le Conseil de sécurité dans le contexte actuel?
Le Conseil de sécurité, il devrait être raisonnable et dire que pour qu'on sorte de la situation palestinienne, il faut revenir au droit international, c'est-à-dire de souveraineté. Et le Conseil de sécurité devrait accompagner la direction palestinienne pour mettre fin à ce processus morbide qu'est l'autorité palestinienne, revenir à l'OLP et retrouver immédiatement un statut de droit international qui vous place dans toute l'histoire de la résistance internationale et de la décolonisation, et puis travailler sur la question des livraisons d'armes à Israël. Et là, ça place évidemment les États-Unis en première ligne, parce qu'on fait un petit peu, excusez-moi l'expression, mais on fait un peu les chochottes en disant « Ah oui, mais il y a quand même des gens d'extrême droite, ah oui, ah oui, ah oui », mais en attendant, il y a 4 milliards chaque année d'armement qui viennent directement et qui viennent pour percuter les Palestiniens. Merci pour cette contribution, Maître Gilles Devers. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci beaucoup, Maître Gilles Devers, d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu joindre donc Shihab Amjad, qui est professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Vraisemblablement, il n'était pas prêt à intervenir dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Très bonne soirée.